Eh bien voilà, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous trois. Merci d'être là, je vais vous présenter dans un instant. Merci de venir écouter parler de ce sujet si palpitant qu'est la commande publique. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on bosse sur ce sujet, on va vous en dire un peu plus. On va essayer d'être court et concis. 3/4 d'heure, ça va aller très vite, avec 3 intervenants plus que passionnants, et vous allez vous dire en sortant d'ici, c'est quand même vraiment un sujet palpitant et qu'on c'est votre défi à vous trois là, pendant ces 3/4 d'heure qui s'annonce. Bon, j'arrête de faire des blagues. Je m'appelle Laurent Giuliani, j'ai une société qui s'appelle Aken et je suis membre de PXN, producteur d'expériences numériques, précisément dans le collège Expo. Et je co-anime avec Jérôme Fillet ici présent, producteur également à Chance Lucra Fantôme, et Sylvie Carlier qui vous salue, Anne Oliva, un groupe de travail autour de ce vaste sujet qui est celui de la commande publique. Et on a le plaisir de retrouver aujourd'hui Maud Gouy, qui est muséographe chez Univers Science. C'est la personne qui se cache parce que ça fait mal aux yeux les lumières. Donc, si on fait ça, ne nous en voulez pas. Et puis, je vous présente également Maxime Brévard, qui est, son titre est plus compliqué. Ouais, dis-le. Moi, je suis responsable du pôle stratégie et ingénierie achat. Je suis actuellement la chef de mission ministère des Achats au ministère de la Culture. Et donc, je représente les acheteurs aux étapes. Merci beaucoup, je l'avais presque. Donc là, aujourd'hui, tel que vous me voyez, on est 4, mais en réalité, on est beaucoup plus. On se réunit autour d'un groupe de travail qui est constitué donc d'acheteurs, en l'occurrence le ministère de la Culture, Mission Achat, représenté ici par Maxime. De grandes institutions sont également, il est là, il se cache lui-même. De grandes institutions sont également représentées depuis le premier jour de ce groupe de travail, donc le Centre des Monuments Nationaux, le Muséum national d'histoire naturelle, Univers Science, bien sûr, le Centre Pompidou, Orsay nous rejoint incessamment, et puis bien évidemment les producteurs de BXN Expo, fièrement représentés aujourd'hui par nous, et puis il y a également des visages amis, collègues dans cette assemblée. Merci à eux d'être avec nous. Alors, un petit rappel d'où on vient, pourquoi, comment. Tout commence un jour de septembre 2021 au CITEM. Donc, c'est un peu une date anniversaire pour nous aujourd'hui, même si ça s'est décalé dans le temps. Mais donc, Maud, tu étais présente ces jours-là, Jérôme également. Donc, l'Universion, c'est vraiment les partenaires de la première heure. En fait, on part d'un certain nombre de constats autour d'une discussion parfaitement informelle où on se dit qu'on souffre. Voilà. On se dit que c'est dur, on se dit qu'on râle peut-être un peu trop et qu'il serait peut-être temps de trouver de nouvelles modalités de travail ensemble et de se dire que la commande publique n'est pas qu'un cadre contraignant, rigide et empêchant. C'est aussi un bel outil, et on va le voir, c'est aussi le propos qu'on porte. On a la chance et le plaisir d'avoir réussi à constituer un groupe qui est hyper fidèle et qui se réunit tous les trimestres avec une régularité implacable. Et donc, ça fait 6 ateliers de co-construction avec l'ensemble des participants donc, que j'évoquais à l'instant, donc depuis septembre 2021. C'est vraiment un travail de défrichage, on essaie vraiment de travailler aussi en matière de pédagogie pour soulever quels sont les freins, mais quels sont également les champs des possibles. Le champ des possibles, c'est Maxime, en général, qui arrive avec sa positivité et son enthousiasme. Grâce à lui, on ressort toujours avec le sourire, ouais, tout à fait. Et puis, ces ateliers, c'est aussi l'occasion pour nous d'essayer de commencer à poser des jalons pour des livrables à venir. On travaille notamment à la conception d'un guide de bonnes pratiques sur la question de l'achat d'œuvres numériques in situ par les institutions muséales, culturelles, patrimoniales. Donc ça, c'est vraiment un travail en cours, un travail de longue haleine qui anime nos débats. Et puis, on se propose également, tel qu'on le fait aujourd'hui, de prendre la parole dans certains événements à destination des institutions muséales, culturelles, etc. Et là, je vais prendre un tout petit instant pour faire un petit sondage parce qu'on s'est aperçu que lors de ce genre de moment de prise de parole, on aimait bien savoir à qui on parlait.
Alors, je ne vous vois pas. Je voulais savoir si vous vouliez à main levée très rapidement. J'ai toujours rêvé de faire du stand-up, donc c'est le moment où jamais pour moi de faire ce genre de choses. Donc, je ne vais pas vous le demander par applaudissement, mais à main levée, qui ici bosse dans une institution muséale, culturelle, patrimoniale? Ok, super. Merci beaucoup, qui dans la salle est plutôt côté producteur? Ok, vous êtes là, les gars. Et à la volée, dans la catégorie autre, est-ce que quelques personnes se lancent pour me dire d'où ils nous regardent? Oui, je vois une main levée. Je lui conseille un ingénierie culturelle. Ok, merci. Madame? Oui, pour une start-up d'art digital. Une start-up d'art digital, ok, d'autres? Des étudiants peut-être? Ouais, ok. Ok, super. Bon, bah, je pense qu'on est bien répartis. C'est chouette. On va du coup pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler de l'évolution de la fonction achat. Donc, quand on vous dit qu'on y croit, c'est qu'on y croit, puisque Petit Dragon deviendra grand. C'est un petit peu une évocation de ce que Maxime se propose d'introduire dès maintenant. C'est pas moi. Non, c'est pas. Bah, quelque part, si, un peu. Oui, donc la fonction achat qui est une idée finalement pas si vieille que ça, et une fonction qui émerge en fait depuis, on va dire, 2009, on en parle, mais en fait l'année césure, c'est 2016. C'est l'année en fait où nous on applique en France une nouvelle directive européenne qui est traduite dans les textes et où on crée aussi la direction des achats de l'État qui va impulser un nouveau souffle et qui va structurer ce qu'on appelle la filière achat, qui va la former autour de pratiques qui vont viser aussi à décloisonner l'acheteur, en fait, à le connecter à la réalité économique et à le décomplexer dans son geste vers le secteur, voilà, et vers donc les créateurs numériques, de comprendre les contraintes, voilà, pour faire en fait de l'achat non pas uniquement l'envisager à travers un prisme juridique, pas seulement non plus à travers un prisme métier, mais aussi en termes de performance, de compréhension du secteur et enrichir aussi la démarche au regard de performance environnementale, sociale, innovation, accès aux PME, voilà. Donc c'est quelque chose qui monte petit à petit en puissance, comme illustre voilà, ce slide. Alors, merci beaucoup pour cette intro, Maxime. Moi, je vais me proposer de poser 3 questions à nos interlocuteurs aujourd'hui. La première va s'adresser directement à Maxime. Bien évidemment, vous pourrez rebondir. Parce que c'est quand même quelque chose de sérieux, la commande publique. Donc, on voulait savoir si on pouvait boire un café avec un fournisseur sans finir en prison. D'après vous, vrai ou faux? On peut boire un café avec son fournisseur sans finir en prison? Qui vote vrai? Ça veut dire que tous les autres, vous pensez vraiment finir en prison? C'est bon. Alors, on se demandait et qui paye la note. Voilà, et qui paye la note. Alors, Maxime, on a un élément de réponse autour de cette question du sourcing que je te laisse développer. Le café en guise de convivialité pour échanger sur un projet, c'est le sourcing en fait, c'est aller à la rencontre des fournisseurs en amont des procédures et questionner son besoin, faire en sorte qu'il rencontre un maximum d'échos dans le secteur et qui puisse facilement être chiffré et voilà, comprendre les contraintes des fournisseurs pour enrichir ces cahiers des charges. Donc ça s'appelle le sourcing. C'est quelque chose, en fait, avant on était peut-être un peu frileux, rencontrer des prestataires en amont pour préparer un projet. Aujourd'hui, c'est vraiment dans le code de la commande publique, c'est reconnu, c'est consacré, c'est préconisé. Aujourd'hui, si on s'estime acheteur, on passe par une phase sourcing où on dit, moi, ce que je demande, est-ce que ça trouve un écho? Est-ce qu'on peut répondre à ma consultation? Donc, ça évite les infructueux et ça permet d'avoir les bonnes prestations au bon prix et d'être satisfait. Donc, ça peut aller loin. Enfin, dans la discussion, on ne transmet pas un cahier des charges. En revanche, on parle de tout. On peut
parler du budget, on peut parler des prestations, techniques, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut systématiser. Donc on ne peut pas rencontrer tous les fournisseurs. Généralement, on fait une sorte de panel représentatif, on en rencontre 2, 3. En tout cas, c'est un échange qui est souvent précieux, qui nous permet d'infléchir notre expression du besoin et de questionner le modèle économique dans lequel on s'inscrit. Donc le café, oui. Par contre, les cadeaux supérieurs à une valeur symbolique de 65 €, donc ça c'est le code général des impôts qui fixe ce montant, on n'a pas le droit de les accepter normalement. Enfin en tout cas, ça questionne. Voilà, donc c'est toutes les, il y a des chartes de déontologie qui sont adoptées chez plein d'acheteurs. Donc voilà, le café oui, mais pas la corruption. Du coup, moi, peut-être faudra que tu me rendes la montre Cartier. Tu me l'achètes. Non, je blague. Comment ça se passe pour toi le sourcing? Comment est-ce que tu procèdes, toi? Donc, à la Cité des sciences et de l'industrie, actuellement, il y a des acheteurs qui sont responsables donc, de trouver de nouveaux fournisseurs. Donc, ils doivent eux-mêmes faire un travail en amont. Donc, on les appelle en tout début du projet, on fait un grand point sur est-ce qu'on va avoir besoin de personnes pour l'audiovisuel, pour du multimédia, pour des accessoiristes. Il y a certains métiers qui sont très rares et on leur demande de développer justement de nouvelles personnes. On sait que par exemple, pour fabriquer des manips, il y a très peu de monde. On va sortir là un grand projet qui est le renouvellement du palais de la découverte et le renouvellement de la cité des enfants. Et là, on va avoir vraiment besoin de trouver de nouveaux manipeurs. Alors, manipeur, ça veut dire qui va réaliser des dispositifs de muséographie. Et c'est vrai que leur travail va être conséquent pour justement qu'on puisse faire appel à d'autres personnes. Dans un circuit court aussi, si j'ai bien compris, parce qu'il faut quand même faire tout ça dans le respect d'un cadre écologique. Voilà, donc on s'y appelle. Et puis moi, en tant que muséographe, commissaire d'exposition, quand je cherche un accessoiriste, je cherche aussi, je regarde ce qui se fait, et je contacte des personnes, je leur dis voilà, on va passer une annonce, est-ce que vous pourrez répondre ou pas à ce type d'annonce, en sachant qu'on va avoir une commande très précise, après je reviendrai après sur la commande. Ouais, merci. Jérôme, est-ce que tu voulais réagir sur ce sujet du sourcing? Toi, vu de ton point de vue de producteur, on est aujourd'hui au CITEM, tu vois, peut-être que ça fait... Là, on le voit que ces moments d'échange au CITEM, où les gens viennent nous voir sur notre stand B1, on peut échanger, voilà, on a le droit, il ne s'agit pas de bosser qu'avec des amis ou qu'avec des gens qui nous plaisent bien, etc. Mais on a besoin d'échanger, on est sur des formes qui sont créatives, qui sont innovantes. On n'est pas à commander des trombones ou des tables, c'est quelque chose de différent. Donc si on n'a pas ces moments d'échange, on ne peut pas aller sur des œuvres qui vont être créatives, qui vont être innovantes, qui vont être surprenantes ensemble, et c'est normal, et ça devrait être fait, et ça peut être fait en toute bonne foi, effectivement, de dire on peut se tutoyer, on peut se connaître un peu, etc., mais on ne va pas bosser toujours avec les mêmes personnes, se fait en bonne intelligence. Merci beaucoup. Je vais passer à la question suivante. Pendant combien de temps peut-on garder secret le budget de son projet? Et c'est vrai que la question du coût d'objectif, c'est une question qui se pose. Des estimations peut-être dans la salle, qui a réussi à garder le budget de son secret le plus longtemps possible? Sur les institutions. Ouais, c'est bien de mettre des coûts d'objectif. Vous ne le faites pas tous. Absolument. On est sûr au moins d'être dans la fourchette, parce que c'est très différent. Un projet avec un petit budget très serré, parce que je suis aussi dans une institution, et l'idée, c'est pas que tout le monde se retrouve sur la paille après la prestation. C'est ça, et je trouve que on en a pris petit à petit conscience. Tout à fait. Une institution contre les indépendants, et donc l'institution, même avec les chercheurs, les acheteurs, qui souvent négocient. Alors on a l'impression qu'ils veulent vraiment tirer le plus possible la facture, mais en fait, je pense qu'eux aussi n'ont pas d'intérêt à ce que les gens soient plus d'accord.
Merci beaucoup pour cette contribution. Moi, j'adore quand le public fait l'atelier. C'est hyper reposant. Non, merci, je blague. Merci beaucoup. Maud, le coût d'objectif, en effet. C'est répondu. En effet, on fait des cahiers des charges qui sont le plus explicites possible. Il ne s'agit pas que les personnes qui vont répondre aux appels d'offres perdent du temps à chercher les contenus. Donc, les contenus sont vraiment écrits en gras, ce qui est très important, et en pas gras, ce qui ne l'est pas, pour gagner du temps, pour ne pas perdre du temps en plus, donc à rechercher de la matière. L'autre point important, on met la fourchette d'enveloppe budgétaire, toujours. On met la durée du film. Et avec cette durée du film et en compte tenu de la contrainte de contenu, l'entreprise peut répondre. Voilà. Quel que soit le type de marché, on fait ça en scéno-design, audiovisuel et tout le reste. Et c'est vrai que ça facilite les choses. Ça n'empêche pas qu'on on peut y revenir. Ça fait partie de nos grandes discussions. C'est quand on fait un appel à candidature pour un film ou pour 5 films, en général, je préfère regrouper le nombre de films qu'on va faire sur tout le projet. Mettons qu'on a 5 films ou 8 films. Tous les cahiers des charges sont prêts pour que vous puissiez répondre et que vous puissiez répondre au plus près de ce que vous savez faire et de ce qu'on demande. Donc ça, je pense que c'est important aussi de regrouper les offres dans les mesures du possible. Je vais dire un autre truc, mais je l'ai sorti de mon esprit. Tu me fais un clin d'œil quand ça te revient. Mais c'est vrai que Maxime, cette question du coût d'objectif, ça rejoint la question de l'expression du besoin, puisqu'en fait, si on n'arrive pas à bien rédiger son cahier des charges, bien définir son besoin, il est bien évidemment pas évident de chiffrer en amont. Ouais, c'est une donnée essentielle de faire afficher les budgets, surtout dans les domaines de la création, où il y a plein de propositions différentes. Je pense que c'est une donnée qui aide justement et qui permet de pallier parfois à une expression de besoin qui n'est pas exhaustive et qui ne le sera jamais en fait, puisque si on demande une part de création dans les offres, voilà. Donc je pense que c'est une manière de rendre en fait l'appel à la concurrence équitable en fait, d'afficher ce budget. Sinon, si c'est la loi de la jungle, je pense que ça fausse et au final personne ne sera satisfait. La vraie mise en concurrence, elle est permise justement sur certains projets. Alors moi, je suis pas adepte d'afficher toujours les budgets. Quand il y a des besoins très standardisés, je les affiche pas et c'est le libre jeu de la concurrence qui fait les prix. Là, mais quand on s'inscrit dans des prestations de création numérique, par exemple, je pense que c'est vraiment très bien d'afficher les budgets. Plus le projet est effectivement utilisé standardisé ou simple, on sait qu'un motion design, telle minute ou telle durée, tu commences à connaître les prix et tout ça, mais plus on va sur quelque chose de complexe ou d'innovant, plus c'est important d'avoir un ordre d'idée de ce que les producteurs pourraient répondre avec des solutions hyper différentes, et que si on se retrouve avec une différence de prix avec quelqu'un qui répond avec quelque chose à 20 000 € et quelqu'un d'autre avec quelque chose à 50 000 ou 100 000 €, c'est pas celle à 20 000 € qui est forcément, elle est moins chère, mais est-ce que c'est la meilleure? Donc c'est très important sur, effectivement, plus c'est complexe, plus il faut préciser, alors soit pas forcément préciser ce que vous voulez, mais le cadre de médiation, les objectifs de médiation, les objectifs créatifs, même si le projet est un peu complexe et n'est pas écrit, mais par contre le coût d'objectif en face peut permettre d'avoir des réponses qui vont être pertinentes, plusieurs réponses pertinentes. L'objectif est un projet final réussi au mieux. On va passer à la question suivante. On s'est aperçu depuis cette année et demie de travail sur les questions notamment des seuils des marchés publics, on s'est aperçu que tout le monde n'était pas toujours hyper OK, alors pourtant on le sait. Question, le seuil des 40 000 € des marchés publics, mythe ou réalité? D'après vous, 40 000 €, c'est un mythe, la non-mise en concurrence? Oui, c'est une réalité, oui. Alors, c'est une réalité, mais chaque établissement va interpréter le code comme une
pas comme il le souhaite, comme il est décidé par le service juridique. Donc nous, on n'a jamais choisi quelqu'un, une personne pour 35 000 € comme ça, en se disant c'est la bonne personne. Ça, c'est à la Cité des sciences et de l'industrie. C'est pas possible. Mais c'est la loi. Dans le code de la commande publique, toute commande inférieure à 40 000 € hors taxe, en fait, la procédure, c'est sans publicité et sans mise en concurrence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. En fait, il y a des contraintes. Enfin, le code aussi encadre. C'est respecter, faire une bonne utilisation des données publiques. Ça va de soi. Répondre efficacement aux besoins. Et la troisième condition, c'est prendre en compte la pluralité des opérateurs économiques donc, du secteur. C'est-à-dire faire tourner la commande, en fait. Ça ne veut pas dire mettre en concurrence nécessairement. Mais ça veut dire, voilà, si on a besoin, et on essaie de trouver et d'ouvrir donc, bien sûr, donc, il faut quand même respecter tous les principes du code de la commande publique, transparence, liberté d'accès à la commande, égalité de traitement, si jamais il y a des concurrences. Donc, comment savoir qu'une commande est au bon prix, comment savoir si elle répond pertinemment aux besoins. On est censé être éclairé justement par les phases amont type sourcing. Donc voilà, il y a plein de façons peut-être de passer directement, de commander directement au fournisseur, de commander directement au créateur, plutôt que de mettre en concurrence. Alors on parle souvent de la règle des 3 devis, elle est inscrite nulle part, et ça c'est souvent les règles locales. Et en fait, 3 devis c'est pas nécessaire. Alors 2 devis, pourquoi pas, pour comparer, et ça suffit parfois. Et 1 suffit quand la vie est éclairée, quand on est capable de prouver qu'on achète quelque chose au bon prix. Et si par exemple il y a une petite étude de marché et un sourcing qui prouve qu'on s'est posé les bonnes questions, et ben, je pense que ça peut passer. Après, chaque acheteur évalue le risque juridique et l'opportunité en termes de pertinence, en fait, parce que plus on travaille avec un fournisseur sur un besoin, plus ça nous permettra de co-construire. Mais je pense que ça fait l'objet d'une autre. Et voilà. Donc après, il ne faut pas avoir peur non plus de la mise en concurrence, mais c'est une souplesse qui est donnée pour tout marché inférieur à 40 000 € hors taxe. Et l'acheteur aurait tort finalement de ne pas se servir de ça en fonction de son besoin, en fait, la spécification. C'est peut-être en fait, c'est les règles un peu générales, sans considération du besoin qui sont à questionner. Mais peut-être, en fait, c'est lié aussi à la computation des seuils. Peut-être tu peux parler de ça, parce que il y a une extrêmement important, puisqu'on a droit à 20% sur pour nous, c'est les petits, on peut faire des petits lots, c'est-à-dire sans concurrence, à hauteur de 20% du budget les stylos, il peut y avoir un peu de concurrence. Il faut qu'elles soient inférieures à 40 000. Oui, tout à fait. C'est là oui. Alors, en fait, le problème, c'est que on est censé computer par opération et que c'est la globalité de l'opération qui prévaut, sauf si on a un petit lot comme ça, à 40 000, je pense qu'on peut éventuellement plaider pour le sortir d'un grand tout. Et puis, il faut regarder aussi si le besoin est récurrent. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'on ne peut pas faire une commande à 40 000 et puis 6 mois plus tard, une autre commande à 40 000 et puis 6 mois plus tard, une autre commande à 40 000. Donc, il faut envisager son besoin sur une durée de 4 ans, on préconise toujours. Voilà, sinon c'est ce qu'on appelle le saucissonnage. Et donc, c'est souvent les acheteurs ont très très peur et partent. Ça fait partie des risques d'être qualifié de délit de favoritisme, etc. Parce qu'on biaise avec le code, on biaise avec la règle de computation pour prendre ce qui nous arrange. Voilà. Donc il faut se méfier, il faut essayer de computer sur la durée et par rapport à les opérations. Ça va la computation des seuils? C'est bon? Ok. Et puis l'autre point important aussi, ce sont les accords cadres
qui se développe de plus en plus. Mais nous, en tant que muséographe, on ne souhaite pas avoir un accord cadre audiovisuel ou multimédia, parce que ça veut dire qu'on devra travailler avec cet accord cadre et on ne pourra pas pendant 4 ans, c'est ça, 4 ans, et ça ne nous permettra pas d'aller travailler avec quelqu'un qu'on aura rencontré au CITEM, qu'on aura pu lui dire tiens, on a peut-être ça, voilà. Donc cet accord cadre, je trouve que c'est bien pour la traduction, pour différentes choses qui sont plus basiques, entre guillemets, et encore, hein, si les traducteurs m'entendaient, ils diraient non. Mais voilà, donc il y a nous on milite pour ne pas vous faire rentrer dans un marché cadre. On a parlé de co-construction du projet. C'est vrai que nous, côté producteur, forcément, on milite pour ne plus être forcément seulement des prestataires exécutants, puisqu'en fait, on est des producteurs, on travaille avec des auteurs, etc. On produit des œuvres. C'est vrai que le fait de pouvoir passer en dessous des seuils nous permet d'aller vers plus de co-construction. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas se limiter à ce terrain de jeu-là qui est quand même assez restreint. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui des possibilités d'amener plus de co-construction à l'intérieur de procédures de mise en concurrence? Nous, ce qu'on préconise donc, au ministère de la Culture, au secrétariat général, c'est quand il y a une dimension créative et qu'on a besoin de cheminer et de co-construire, de passer par exemple par des procédures qu'on dit restreintes et avec possibilité de négociation. Donc il y a une procédure adaptée restreinte qu'on applique, qui n'est même pas dans le code, mais la procédure adaptée permet quand même d'inventer parfois dans la limite voilà, de ce que toutes les bornes du code, bien sûr. Mais donc là, la procédure restreinte adaptée, c'est d'abord sélectionner des fournisseurs en fonction de leur capacité technique ou professionnelle. On ne le fait pas sur le chiffre d'affaires, très voilà. Et on fait une shortlist et après on va demander à ce que cette shortlist produise une offre et on va recevoir chacun en audition et pouvoir demander voilà, de faire évoluer l'offre et de faire en sorte qu'elle réponde le plus. Et la vertu de ces procédures restreintes, c'est de pouvoir rémunérer en fait la création quand elle n'est pas commandée et qu'elle est dans le cadre d'une consultation. Nous, on s'attache vraiment, on se pose la question toujours au ministère de la Culture, au secrétaire général. Est-ce que ce que je demande, en fait, c'est ce que je demande aux fournisseurs en général. Et dès que ça excède en fait ce qu'on demande, si on demande, je sais pas, une dimension créative, une proposition créative, et ben là en fait on va se dire il faut rémunérer. Donc bien sûr on ne pourrait pas rémunérer si on ouvrait à tout le monde et si on demandait d'emblée une proposition. Donc la procédure restreinte c'est voilà, donc l'écueil c'est que ça se fait sur des capacités techniques ou professionnel et que souvent on valorise les références. Donc ça veut dire que quelqu'un qui arrive, il est censé pouvoir nous prouver quand même, mais c'est plus difficile quand même, je pense, de prouver sa capacité professionnelle quand on n'a pas de référence. Voilà. Donc c'est ça qui pour moi est un peu dommage, mais en tout cas, cheminer comme ça, c'est assez passionnant et on l'a fait sur une procédure là et moi je suis vraiment très très satisfait. Voilà, parce que j'avais un service métier qui était très ouvert, donc on a pu vraiment pousser la négociation très loin et dans le respect justement des candidats. Tu dis souvent que la commande publique c'est aussi pour toi une occasion de renouveler ta façon de regarder certaines pratiques, que ça t'emmène à faire des découvertes, même si tu as des pratiques vertueuses en termes de benchmark, etc. Mais que c'est aussi, alors, tu décris souvent un peu l'avantage et le désavantage de dire c'est beaucoup de travail, mais ça permet quand même d'aller chercher parfois des bonnes surprises, quoi. Oui, c'est-à-dire que déjà, ça nous permet, nous, de bien connaître notre besoin. C'est-à-dire, si je prends Cancer, à l'entrée de l'exposition, on voulait une projection sur un crabe et qui tienne un discours scientifique assez élevé.
Donc, voilà. Et on n'avait donc besoin que de trouver un sculpteur et une personne qui fasse de la création du visuel, et on avait besoin de marier ces deux personnes. Sans avoir couché sur le papier cette demande vraiment extrêmement précise, donc ça nous permet à nous déjà de bien connaître notre besoin, et ensuite d'avoir beaucoup de surprises. Là, dans l'exposition en concert, on avait 5 films. On a repris des personnes avec qui on avait déjà travaillé et qui ont fait des très beaux films. Donc, et c'est pas du tout par favoritisme, mais parce que leur projet était vraiment en adéquation avec notre demande au niveau de la complexité de ce sujet. Et on a travaillé avec une nouvelle société, Alice Desmorin. C'était la première fois qu'elle répondait à un appel d'offres, et sur la déflagration, c'est elle qui l'a remporté. Alors, je sais que c'est très difficile pour vous, parce que sur 6 grands films, sur 5 grands films, on a eu, je pense, une douzaine de réponses à chaque fois. Sur un film, on a eu une seule réponse. Voilà, donc on se trouve face à des cas de figure, à des travaux. On vous demande de travailler, même si on vous demande de ne pas travailler beaucoup, pour l'appel d'offres, vous travaillez beaucoup. Et donc, même nous, ça nous est difficile quand vous travaillez trop. Parce que vous avez certains qui ont trop travaillé, on ne peut pas les mesurer aux autres, parce qu'on ne sait pas ce qu'auraient fait les autres s'ils avaient. Voilà. Donc, de façon générale, je pense que le mieux, ça serait de pouvoir, en effet, rémunérer, de faire un appel à candidature, ce qu'on fait en scénographie. On retient X boîtes, on les rémunère, je ne sais pas, 500 €, même pas beaucoup, mais une journée de travail, je sais que c'est plus, mais sinon on ne le fera jamais si c'est plus que ça. Et puis on fait, après, on choisit parmi les 4 personnes qu'on a choisies, la personne, ce dont tu parlais tout à l'heure. Ce qu'on fait en scénographie, graphisme et design. Après, c'est une certaine lourdeur aussi. Voilà, c'est lourd, et c'est lourd pour tout le monde. Parce que comme c'est pas beaucoup d'argent non plus, il y a aussi une déception, parce que les personnes vont beaucoup travailler pour ces, mettons, 500 €. Voilà, donc je sais pas, il faut encore réfléchir, discuter. C'est vrai que la coproduction serait, voilà, c'est une bonne entrée en matière, mais la coproduction, c'est pas vraiment une commande, hein. C'est pas la même chose. On est, voilà, comme son nom l'a dit, commande, on demande, et coproduction, on est à plusieurs, et on n'est pas sur les mêmes ressorts. Absolument. Florence, oui, tout à fait. On a donné accès ici, mais en fait, je voudrais juste terminer une slide, et j'allais donner la parole à Florence, donc je te garde dans la shortlist des prises de parole. Non, juste pour vous transmettre quelques super outils pratiques. Voilà, on a ouvert le capot de notre groupe de travail devant vous là aujourd'hui. Il y a des outils pour aller plus loin, puisqu'on sait bien que c'est dans une demi-heure qu'on va traiter le sujet. Vous avez toujours la hotline de l'IPXN, lpxn.fr. Il y a du monde derrière pour vous répondre et vous aiguiller au mieux. Les muséographes qui viennent d'ouvrir une super foire aux questions, qui recense beaucoup de vos questions, qui est vraiment un super outil qui vient d'être lancé là cette semaine. Et puis le guide des bonnes pratiques, des motifs d'exposition, qui a été réalisé par les scénographes, que vous trouvez en ligne également, et qui est une bible. Et j'en arrive à vous passer la parole. Laurence. Moi, tu connais Laurence aussi par cœur dans notre position, parce qu'on avait bien. Moi, je suis très intéressée par ce que vous passez sur le fait qu'il faut rémunérer la création, et ce que tu dis, Maud, sur pourquoi vous ne le faites pas, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous autorisez nos entreprises à nous demander à travailler sur des appels d'offres sur lesquels on n'est pas rémunéré. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ce serait comme si on se serait posé la question, si j'avais posé la question. En fait, ce qui bloque, c'est souvent le temps. Parce qu'en fin de compte, tu fais un appel à candidature. C'est un du restaurant. Ouais. C'est 400 mois. Au moins. Au moins. C'est-à-dire qu'il faut partir 5-6 mois en avance. Même sur les appels d'offres ouverts, tu rémunères 500 € par proposition, on va dire, éligible. Ça met la responsabilité de votre côté. La charge de travail, elle est chez nous et pas chez vous. Donc, rémunérer même les appels d'offres ouverts. Non, ce serait pas possible, parce qu'on ne pourrait pas rémunérer dès qu'on a une candidature. Parce qu'on n'a pas des budgets limités, malheureusement. Donc, la rémunération, elle est possible que si on restreint et si on sélectionne sur des dossiers de candidature, donc sans proposition. En fait, et on rémunère
rémunère pas aujourd'hui les gens qui nous répondent même à nos appels d'offres ouverts. Donc là, en fait, on rémunérerait si on demande justement de creuser les projets, etc. Et nous, on y tient, et c'est pour ça que moi, je préconise, en procédure formalisée, on a ce qu'on appelle la procédure avec négociation, la procédure adaptée, et ben, on peut la faire restreinte et négocier après. Donc, on peut le faire que sur une shortlist. Et ça, vraiment, enfin, moi, je m'y attache, en tout cas, sur mon périmètre d'achat, et pour moi, c'est très important. Et que dès que je vois qu'on demande beaucoup de choses, et ben, je passe en restreint parce que c'est plus juste. Donc, je sais ce que je préconise, donc ça fait partie voilà, des choses que j'ai envie de voir développer. Donc, j'ai bien conscience que beaucoup d'acheteurs n'osent pas le restreint. Et je pense que le restreint, c'est la solution pour rémunérer. Et nous, on peut rémunérer 1000, là, je pense qu'on a 3000 sur une application actuellement. Donc, il faut qu'on décèle les bonnes pratiques. Et c'est, voilà. Je suis d'accord. Les scénographes reçoivent des fonds d'esquisse. Donc, c'est considérable. Donc, l'esquisse. Excusez-moi, je réagirais bien également. Je me suis productrice de médias également, je ne connais pas. Déjà, peut-être une première chose, merci. C'est encourageant que vous soyez ces équipes à réfléchir à des solutions, parce qu'effectivement, le contexte il est compliqué et pas complètement satisfaisant, probablement pour vous ou pour nous. Moi, j'irai un peu plus loin que Florence encore, c'est-à-dire que la question de la rémunération, elle intervient parfois et c'est toujours chouette de voir dans un appel d'offres qui a une petite rémunération à la clé, même si on ne pouvait pas gagner. Néanmoins, pour être extrêmement clair, elle n'est jamais à la hauteur du travail fourni par les entreprises. On parle de 500 € ou de 1500 € bien souvent dans un dossier, et quelle que soit son ampleur d'ailleurs, à partir du moment où on dépasse les 40 000 € finalement, on va devoir mobiliser une équipe considérable. En fait, je le fais en deux mots, un chef de projet à minima qui va réunir des éléments administratifs, constituer une équipe, travailler sur un budget, un créateur, réalisateur, voire deux, auteurs, etc. Enfin, voilà, il y a un travail d'une équipe qui bien souvent excède largement pour 3, 4, 5, 6, 7 personnes une semaine de travail. Donc, la rémunération, elle est totalement symbolique. J'appelle ça un carambar, entre nous tous, d'ailleurs, on l'appelle comme ça. Pour autant, on comprend bien les difficultés que vous avez, puisque évidemment, vous devez constituer un budget. Moi, je voudrais revenir sur l'idée de coproduction, et notamment en réagissant sur cette idée que bien souvent, lorsqu'il y a beaucoup de travail dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres, eh bien, c'est parce que vous êtes détenteur d'un projet et vous passez une commande, mais vous allez jusqu'à un niveau d'expertise qui est le vôtre. Et nous, producteurs, nous prenons la main sur ce dossier-là et on a à cœur, bien entendu, de mettre toute notre énergie sur ce dossier pour le gagner, parce que mieux vaut répondre à peu d'appels d'offres et les gagner que de répondre à un grand nombre. On est très d'accord. Donc, l'investissement, il est aussi mesuré sous cet angle-là. Et je vais essayer d'être rapide et terminée, parce qu'on a avancé. La question de la coproduction, elle est la mise en commun de deux terreaux d'expertise. Et là, ça devient vertueux finalement. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve nous, parce qu'on sait pourquoi on a travaillé, on a co-construit, et du coup, ce qu'on va mettre dans le projet va être également, et peut-être, je pousse les bouchons, rémunéré sous forme de droit d'auteur, pourquoi pas. Voilà, j'aime bien interroger cette question de la limite d'expertise en tout cas, et de comment on peut collaborer. Pour moi, aujourd'hui, le cadre du marché public, c'est notre terrain de jeu. On est obligé de s'y contraindre. Je ne pense pas être seule à penser que ce n'est pas satisfaisant du tout, même si on a toujours la joie de voir naître des projets très très beaux. Voilà, je vous remets ça. Ouais, merci pour cette réaction. Et en effet, c'est pas satisfaisant, c'est la raison pour laquelle on travaille conjointement sur ces questions. La question de la coproduction, elle est abordée régulièrement au sein de ce groupe, mais qu'on n'a pas souhaité la traiter aujourd'hui parce que ça serait 3 heures de plus, parce que c'est un vaste sujet qui n'est pas du tout résolu et qui n'est pas aujourd'hui tout à fait optimisé pour les questions qui nous rassemblent. Est-ce que moi, tu voulais réagir? Non, moi, dans l'absolu, je suis totalement d'accord avec vous, mais en fait, on n'a pas le cadre qui le permet. Les budgets. Pour rémunérer toutes les offres en amont, complètement
possible. On peut visiter quand même pour faire en sorte que ce soit le plus élevé possible. En fait, il y a peut-être en interne. Voilà. Je pense qu'on est censé quand même rémunérer le service qui est rendu dans le cadre de la consultation. Mais c'est jamais, je pense que c'est jamais assez, on en est bien conscient et on peut essayer de. Tout ça, c'est vrai. Et c'est largement pour. Après, voilà, parfois il y a des appels d'offres qui sont lourds, mais qui sont standards, ou alors on n'a pas de création, mais c'est lourd quand même, et ils ne sont pas du tout rémunérés. Mais en tout cas, c'est un point de vigilance vraiment que j'ai en tête au quotidien. J'ai entendu Inventons, et oui, c'est ce qu'on essaie de faire en parallèle, en effet, dans le cadre de ce groupe de travail, puisqu'il y a des très bonnes pratiques à aller chercher du côté de l'audiovisuel. Donc, c'est un travail qu'on mène en parallèle. Et comme je le disais, on n'a pas fait le choix de l'évoquer aujourd'hui parce qu'on pourrait aussi évoquer des questions de droit d'auteur, qui sont des questions qui traversent plus que largement nos échanges trimestriels. Mais le périmètre temporel de l'atelier d'aujourd'hui ne le permet pas. Donc oui, Inventons, c'est un peu le mettre le mot sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions dans la salle? Eh bien, oui, cher monsieur. Bonjour. Merci beaucoup pour ce débat qui est très important. J'ai tout à l'heure dans un de nos parler de conditions pour des marchés qui seraient innovants, de savoir s'il y a un statut de marché innovant. Oui, tout à fait, pardon. C'est vrai qu'on l'a évoqué rapidement. Donc on est sur un. Il faudrait quand même qu'un jour j'apprenne à me servir de cette chose qui n'est pas si compliquée. Voilà. Le seuil des marchés publics passe à 100 000 € en taxe pour les marchés innovants. Et donc jusqu'au 31 décembre 2024. Donc c'est une expérimentation qui a été renouvelée. Voilà. Donc, mais c'est pas pour toujours pour l'instant. C'est pas pérennisé. Comment? C'est pas pérennisé. On verra. En fait, l'idée c'est ils ont renouvelé l'expérimentation. Et ce qu'il faut définir, c'est qu'est-ce qui est innovant. Voilà, et surtout donc 100 000 € hors taxe. Donc c'est des marchés qui sont passés sans mise en concurrence et sans publicité, comme les moins de 40 000 en fait. C'est juste qu'on rehausse le seuil pour ce qu'on appelle un achat innovant. Alors le problématique et les services juridiques voilà, ont des approches différentes. C'est quoi un achat innovant? Donc on a divers outils nous acheteurs pour nous aider. Il y a un site finance.gouv qui s'appelle InnovScore. Donc quand on est acheteur, on peut répondre et puis voir. Voilà. Il y a un guide public des achats innovants que Bercy a réalisé. Et l'innovation, ça fait partie aussi de l'objectif de la commande publique. Hein. C'est un des 5 piliers structurants de la commande publique. Donc voilà, les acheteurs sont plutôt incités, mais ils sont perplexes devant cette notion d'innovation. Donc il y a ces outils et une définition qui est en fait l'innovation, c'est améliorer un service, améliorer une fourniture. Voilà. Dès qu'il y a une amélioration sur quelque chose, je pense qu'on peut s'interroger sur les notions d'innovation et permettre justement de la passation de marché jusqu'à 100 000 sans mise en concurrence. Et on vous renvoie vraiment sur ces outils qu'évoquait Maxime, parce que souvent on peut s'entendre dire oui, mais on ne sait pas très bien définir l'innovation. En fait, si elle est très très bien définie dans un cadre tout à fait avec ce référentiel, etc., sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Mais c'est pas une définition A égale B. En fait, c'est un faisceau d'indices. Donc un outil différent d'interprétation. Un outil peut-être appréciation juridique différente en fonction de nos interlocuteurs. Dans la mesure où tout le monde interprète le code, de toute façon, c'est pas très problématique. Est-ce qu'il y a d'autres? Il nous reste 1 minute. Oui, je vois une main, s'il vous plaît. J'ai juste une question sur tout à l'heure du successionnage. Et du coup, par rapport au seuil, vous avez évoqué en fait de projeter un besoin sur 4 ans, donc on donne une recommandation en termes de bonne pratique. Du coup, ça fait jurisprudence ou c'est parce que on est assez souvent. C'est un sujet qui pose souvent problème, et nous, les pratiques, en fait, l'année en année, sont pas toujours les mêmes. Du coup, je voulais savoir si c'était une sorte de norme qu'on pouvait se donner. Dans le code, on dit qu'il faut
remettre régulièrement en concurrence. Et on a une durée maximale de l'accord cadre de commande qui est de 4 ans. Donc je pense que c'est les deux, je pense qu'on peut aussi computer sur un peu moins. Dès l'instant où on appréhende le besoin sur jusqu'à où on a de la visibilité en fait. On a aujourd'hui de la visibilité sur 3 ans, de toute façon un marché de 3 ans. Merci infiniment. Il est 15 pile. On a réussi à faire autant qu'un sur un sujet aussi vaste et complexe. Et je sais que ça génère des questions, des frustrations peut-être aussi. Mais on est là. On continue à travailler sur ce sujet. L'idée pour nous, c'est bien de pouvoir aboutir sur des livrables, d'autres transmissions publiques, etc. Donc on continue sur cette lancée. Merci en tout cas d'avoir été là pour nous écouter.